Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc l'ouverture officielle de la campagne électorale dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. 8 candidats sur la ligne de départ, 8 candidats qui vont donc au contact du peuple gabonais afin de solliciter du peuple souverain leur suffrage. Ces 8 candidats espèrent donc être élus au soir du 12 avril prochain pour présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. Ces 8 candidats ont donc lancé leur campagne électorale ce jour, pour certains, par des grands rassemblements, à l'exemple du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans la commune d'Akanda au stade de l'amitié sino-gabonaise, où le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a donc lancé cette campagne électorale, sa campagne électorale. Les populations qui ont, pour celles qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema, a répondu à l'appel sous une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Libreville, dans le grand Libreville d'ailleurs, et même dans certaines localités du Gabon. Il faut dire que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a été évidemment ou est soutenu par la première dame Zita Oligui Nguema, qui, en marge de l'ouverture officielle de cette campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, a également procédé, avant de voir les images de Zita Oligui Nguema, retour sur l'arrivée du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans ce stade de l'amitié sino-gabonaise, accueilli donc par des fervents supporters de Brice Clotaire Oligui Nguema sous une pluie, on l'a dit, qui s'est abattu dans le grand Libreville, dont Brice Clotaire Oligui Nguema présent. Évidemment, cette ouverture officielle de sa campagne, il a été, je l'ai dit, également soutenu par les femmes, puisque la première dame à la tête d'une forte mobilisation des femmes qui ont également battu le bitume pour rappeler leur soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema dans les alentours du stade de l'amitié sino-gabonaise. Mobilisation donc de la première dame et des femmes, toujours au premier rang pour accompagner, pour soutenir cette candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, les moyens ne sont peut-être pas les mêmes pour tous les 8 candidats. On peut également noter la présence déjà sur les médias sociaux, notamment les réseaux sociaux, des affiches, des panneaux d'autres candidats, à l'exemple du candidat Joseph Laponsé Essingone, qui évidemment se fait connaître du grand public à travers ses affiches diffusées sur ces médias sociaux afin de toucher le plus grand nombre, le maximum de personnes. Autre affiche, celle d'Alain Simplice Boungouérès, cette affiche annonçant donc l'ouverture de sa campagne. C'était à 14 h du côté de Bifoun, c'est dans la province du Moyen-Ogooué, un carrefour. Évidemment, cette zone de Bifoun, on y passe pour aller au sud du Gabon, mais également au nord et au nord-est. Donc, c'est par Bifoun qu'Alain Simplice Boungouérès, lui, a lancé sa campagne électorale. Je suis avec Jonathan Tontongom, universitaire, docteur en géopolitique et en géostratégie. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Il y a également sur le plateau Pascal Koulou, acteur politique. Bonsoir Pascal Koulou. Merci donc à tous les deux d'être là pour cette émission consacrée à l'actualité en rapport avec l'élection présidentielle qui s'ouvre, dont la campagne s'est ouverte ce 29 mars, le vote le 12 avril prochain. Rien de bien particulier évidemment, sauf qu'à constater que tous les 8 candidats n'ont pas adopté la même stratégie. Est-ce que c'est un problème de moyens par rapport au lancement de la campagne électorale entre le grand rassemblement de Brice Clotaire Oligui Nguema au stade de l'amitié sino-gabonaise et d'autres qui ont plutôt choisi des formules peut-être un peu plus on va dire quoi, sobres, modestes? Bon, écoutez, c'est à la dimension de chaque candidat. Vous savez, Oligui Nguema, je l'ai dit quelquefois, il est galactique. C'est une personnalité qui rassemble de manière à ce que chaque fois,
qu'il convoque une réunion, que c'est des milliers de personnes qui se regroupent. Donc il lui faut évidemment choisir des espaces capables de contenir des milliers de personnes parce que tout le monde veut le voir, tout le monde veut l'entendre. Et là, nous sommes à une séquence où les gens, effectivement, à la fois les sympathisants, mais également tous les autres Gabonais souhaitent écouter ce que Oligui Nguema a offert comme offre politique parce qu'il doit arriver à faire la différence entre l'ère de la transition et le candidat qu'il est pour devenir président de la République sur 7 longues années. 7 années, c'est long. Donc les gens sont assez intéressés par la façon dont il va réorienter sa marche politique, ceci d'autant plus que nous sommes dans une république, et comme vous le savez, dans une république, il y a effectivement le président de la République, mais il y a l'application des politiques publiques qui s'appuient sur les autres institutions intermédiaires. Donc il a cette capacité à drainer des foules, mais également il y a la curiosité aujourd'hui d'écouter le discours. C'était le militaire qui s'était imposé d'autorité aux populations. Évidemment, il y avait cette volonté des Gabonais d'aller au changement. Aujourd'hui, il doit au changement donner une explication susceptible à la fois de maintenir, donc de fixer l'opinion sur sa volonté de continuer les initiatives entreprises, mais également la reconversion, comment on passe d'un régime d'autorité à un régime démocratique. C'est important. Et au regard de tous ceux qui, depuis 2023, sont dans son sillon, il ne peut malheureusement pas se rendre. S'il se rendait dans un quartier, ce serait exactement la même mobilisation qu'on verrait des masses de foule venir d'ailleurs. Donc, il choisit un espace où il peut à la fois communier avec ceux qui le soutiennent, mais également apaiser les craintes de ceux qui, jusqu'à présent, observaient à une certaine marge tout ce qu'il a été amené à faire. Alors, donc, il a choisi, lui, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, de lancer sa campagne par la province ou par la ville de Libreville, qui est la capitale du Gabon. C'est la même chose pour le candidat Stéphane Germain Iloko Boussengi, qui a lancé sa campagne, lui, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, à Amboé, évidemment, quand d'autres comme Alain Simplice Bongouérès, lui, a lancé sa campagne à Bifoun. On l'a dit au centre, quasiment au centre du Gabon, Jonathan Toutoumkom. C'est un choix stratégique de communication. Les candidats, les états-majors sont libres évidemment de choisir à quel point de la République ils peuvent lancer leur campagne. Non, moi je pense que en politique, il y a des choix stratégiques, il y a des choix tactiques. Et lorsqu'on a en face de soi la méga star politique gabonaise de ces derniers temps, qu'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema, tactiquement, on ne peut pas choisir d'ouvrir sa campagne au même moment que lui à Libreville. Soit vous le faites, mais vous êtes sûr de passer totalement inaperçu. Personne ne se souviendra que vous aviez aussi ouvert votre campagne à Libreville. Je pense que c'est un mauvais choix tactique qui a été opéré par le candidat Iloko. Je pense qu'il aurait fallu laisser Brice Clotaire Oligui Nguema ouvrir sa campagne à Libreville et profiter, quand il sort de Libreville, pour que derrière, vous aussi, vous ouvriez votre campagne. Là, vous mettez le marqueur sur le rapport de force. Voilà, le rapport de force n'est pas le même. Pascal Nkoulou l'a dit tout à l'heure, moi je le dis avec mes mots, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la méga star politique de ces dernières années, ces 2 dernières années. Et de ce point de vue, partout où il peut aller, ce seront des milliers de personnes qui seront à ses alentours. Et de ce point de vue, vous ne pouvez pas, sous couvert de l'anonymat, aller ouvrir votre campagne. C'est un très mauvais choix tactique. Et donc, personne aujourd'hui ne sait que le candidat Stéphane Iloko Boussengi devait ouvrir aussi sa campagne. Et alors, donc, on a d'ailleurs des images de cette ouverture de campagne du candidat Iloko Germain Boussengi. C'est dans une salle de fête, dans une salle alors que la campagne est quelque chose de public. Je pense qu'il aurait même été tactiquement mieux pour le docteur Iloko d'ouvrir sa campagne à Rio. Mais moi, je pense que c'est un quand vous parlez de Rio, c'est par rapport au contact avec la population, le plus grand nombre. Au moins profiter
du grand nombre. Mais peut-être à cause de qui la pluie s'agglutinent aussi, à ce il y a niveau. une pluie qui s'est Donc, abattue. Non, mais je pense que le choix de la salle n'a pas été fait au moment où il pleuvait. C'est un choix qui a été opéré peut-être 2, 3 ou 4 jours avant. Et c'est très... Je me souviens en 2009, lorsque Baobam ouvre sa campagne, nous étions au stade, là où il y a l'église du pasteur Ngoussi. Vous voyez, il y a un petit stade là. Mais vous voyez que la campagne de Baobam a démarré comme ça, de manière crescendo. Nous étions là, peut-être quelques 200, 230 personnes. Mais vous avez vu au fil du temps, mais on ne peut pas tactiquement ouvrir une campagne dans une salle, sauf si vous l'ouvrez par une conférence de presse. Mais une campagne électorale est quelque chose de public, de populaire. Il faut qu'on sente votre volonté de s'adresser, de rencontrer la foule, de rencontrer la population. D'accord. Et donc, si nous sommes là pour parler de la stratégie et de la tactique politique, pour mauvaise qu'elle soit, la tactique du docteur, de mon grand frère Iloko, mérite d'être soignée. Alors, on est encore sur, enfin, on a abordé ce point relatif donc à l'ouverture de cette campagne électorale par certains candidats qui ont été visibles sur le terrain. D'autres, on l'a dit, ont choisi la proximité, le porte-à-porte. C'est l'initiative lancée depuis plusieurs semaines maintenant par les candidats, dont la candidate, la seule femme, Ninga Shining Zenaba, qui a poursuivi la veille de cette ouverture officielle de la campagne sa tournée dans les différents quartiers de la commune de Libreville, au contact de populations, échangeant justement avec ces populations-là afin de pouvoir mettre en relief les idées forces de son projet de société. Elle choisit donc ce type de stratégie pour être peut-être le plus proche possible de populations, être le plus audible possible des populations, aussi de pouvoir peut-être faire passer ce discours-là auprès de populations sans qu'elle a besoin de ce contact permanent, de ce corps à corps, j'ai envie de dire, avec ses potentiels électeurs. C'est aussi la démarche entreprise par le candidat Alain-Claude Bilibizé. On va voir en image donc Alain-Claude Bilibizé qui, lui, a été aussi dans certains quartiers, en Zéraillon par exemple, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Il poursuit ses échanges dans des domiciles. Là, c'est à Kinguélé, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, échangeant directement avec les potentiels électeurs. C'est le choix d'Alain-Claude Bilibizé, notamment dans notre quartier, dans Kission, même dans les quartiers, donc on l'a dit, sous-intégrés. Alors, est-ce que Pascal Koulou, c'est son choix, c'est assumé, c'est un choix, c'est assumé. Il l'a d'ailleurs expliqué. Il préfère ça, aller au contact de population plutôt que de privilégier les grands rassemblements. Je crois que les candidats viennent de dévoiler quelle est leur épaisseur réelle au cours de cette élection présidentielle. On ne va pas réinventer la roue. Vous savez, il y a des traditions politiques qui existent de partout à travers le monde. Le lancement d'une campagne est un acte à la fois populaire mais solennel. Vous vous présentez à la nation de manière à prouver votre capacité à mobiliser autour de vos idées, autour de votre vision, un maximum de compatriotes. Vous savez, quand vous affichez ce type d'image où on vous voit dans des couloirs de quartier, ça donne à réfléchir sur votre capacité à mobiliser. Donc, vous êtes d'abord isolé parce que dans un couloir de quartier, entre 3 ou 4 maisons, on vous voit, il n'y a pas de foule, ça veut dire que vous forcez la main. Vous voyez, ce n'est pas une bonne image. Donc, ce n'est pas quels sont leurs communicants, c'est une très très mauvaise image. Mais vous forcez... En quoi est-ce que l'image est Je vais vous dire, vous savez... Ce sont les réalités que renvoient justement les quartiers sous-intégrés. Il va en tant que candidat dans un quartier populaire. Vous voulez qu'il fasse quoi exactement? Je vais vous raconter le type d'anecdote qui prouve que vous êtes un homme populaire. La population ne vous laisse pas avancer. J'étais très jeune quand Thomas Sankara est arrivé au Gabon. Et il s'est rendu dans un restaurant tenu par un Burkinabé au cocotier.
à peine était-il descendu de voiture, il n'avait pas fait un deuxième pas. Il se trouvait devant lui une masse immonde de monde. Ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire la conversation qu'il voulait avoir de manière libre avec ses compatriotes, mais là, c'est pas des gens, il n'a pas pu le faire. Oui, je suis d'accord, on n'est pas à la dimension de Thomas Sankara, mais il y a quand même des éléments qui ne trompent pas. Vous ne pouvez pas avoir l'ambition de conduire le destin national et on vous voit, vous tout seul, aborder les couloirs de quartier comme si vous étiez à faire le guet-apens. Non, la population doit être sous le charme et sous l'emprise du rayonnement du candidat. Les gens viennent vers vous. C'est ça la spontanéité. Or, là, ils forcent la main, ils forcent l'image. Donc, c'est des candidatures d'affichage. Ça ne répond plus au format. Non, et je crois que les Gabonais... s'il vous plaît, non. Il va dans des domiciles, on lui ouvre la porte, il n'entre pas par effraction dans non, ces domiciles. Non, on est obligé de lui ouvrir la porte parce qu'il vient. Il vient vers les gens. Ce que je veux dire, non, de façon tout à fait simple. Non, mais ne perdez pas toute objectivité. Oui, non, ce que je veux dire. Vous soutenez un candidat, mais... Je vous dis, on était peut-être encore... Non, je voudrais terminer. Pour une fois. Oui, donnez-moi une minute. Monsieur Pambou, vous savez, lorsque Mandela est arrivé au Gabon, on n'a pas dit aux Gabonais de sortir. Oui, non, mais voilà l'image du leader. Oui, c'est-à-dire, vous prenez à chaque fois des exemples. Évidemment, toutes choses étant gardées, lorsque un candidat à la présidentielle arrive dans un quartier, il ne peut pas marcher dans le couloir de maison comme on le voit là, s'il a l'aura que revêt un grand leader. Il sera tout de suite étouffé par la masse de curieux. Or, on le voit faire des petits pas, il scande, c'est-à-dire il est à la quête d'une image pour prouver la proximité. Oui, c'est des montages... Généralement, Pascal Nkoulé et moi, nous sommes sur ce plateau. Là, on a les images de nos confrères de Média 241. Le candidat Alain-Claude Bidébizé accueilli par les populations du quartier Sotega. C'est dans le deuxième arrondissement de Libreville. On voit bien que les Gabonais qui sont assis, qui l'écoutent, qui applaudissent même. Alors, il n'est pas honni, il n'est pas chassé. Je ne vois pas où... Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que Pascal Nkoulou et moi, nous sommes sur ce plateau depuis 2009 environ. Nous avons connu 3 ou 4 élections présidentielles. Donc, l'observation que Pascal fait n'est pas dénuée de tout fondement. Je veux dire qu'il nous arrive souvent de ne pas tomber d'accord. Mais là, je lui donne tout à fait raison. Une élection présidentielle n'est pas une élection législative ou une élection locale où les candidats vont s'adresser à des populations en porte-à-porte. C'est vrai, on parle de campagne de proximité, mais je pense que la campagne de proximité a sa raison d'être beaucoup plus lorsqu'il s'agit des élections locales. On peut s'adresser à des gens dans les quartiers. Mais M. Pambou, nous sommes face à une élection présidentielle. C'est l'élection majeure de tout le processus démocratique dans chaque pays du monde. Et donc, que M. Alain-Claude Bidébizé fasse le porte-à-porte, il est assez connu. Il est dans le monde politique depuis. Mais que la petite sœur Channing adopte le porte-à-porte, elle qui est la moins connue de cette élection, je me dis, en adoptant cette stratégie, dans combien de jours peut-elle terminer sa campagne à Libreville? Dans combien de jours peut-elle terminer sa campagne dans la province de l'Estuaire? Or, j'aurais souhaité qu'elle s'adressât aux Gabonais, peut-être par réseaux sociaux interposés, pour vite atteindre le public cible et pour vite se faire connaître. Mais commencer... Non, mais elle le fait déjà. Ouvrir une campagne d'une élection présidentielle par des causeries de porte-à-porte dans les quartiers fussent-ils sous-intégrés de Libreville, je pense que même ces quartiers qui ont été vidés, parce que moi j'ai vu des charters ce matin au rond-point de Nzangayon, je suis allé en observateur, des charters qui ont vidé les quartiers pour le stade de Nzangayon. Qui compte-t-il trouver... Le stade de l'amitié. Le stade d'amitié, pardon. Qui compte-t-il trouver dans ces quartiers-là? Moi, je dis une fois de plus, c'est une mauvaise tactique. Une élection présidentielle n'est pas une élection locale. Restons dans le contexte du Gabon. Peut-être l'image de Mandela était forte, très forte. Est-ce que vous avez vu Mamoundou, candidat à l'élection présidentielle, pouvoir avancer dans un quartier
sans qu'il y ait une émeute de populaires. Sans qu'il y ait une forte mobilisation. Entre nous, on est là, sur ce plateau. Est-ce que Pierre Mamboundou, André Mbobam, pouvaient mettre les pieds dans un quartier? Il est allé au Cocotier. On a vu les incidents. C'est-à-dire, tout Libreville s'est déporté parce que Mbobam était au Cocotier. Mbobam, c'est Mbobam. Bon, voilà, Alain Claude, si il prétend qu'il a cet orage, qu'il a cette épaisseur politique, je ne le vois pas courir entre deux couloirs de maison. C'est ridicule comme image. Ça veut dire que l'homme a un décalage avec l'ambition qu'il affiche. Il y a un décalage entre ce qu'il dit et la réalité du terrain, c'est ça? C'est pire que ça. Parce que, vous savez, quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est que l'on porte sur soi les dimensions multiples de votre nation. À l'international, on vous regarde. Sur le plan de la sous-région, on vous regarde. Et tous ceux qui ne participent pas de votre dynamique vous regardent. Alors, quand vous commencez de manière tout à fait anonyme ou hasardeuse, les gens se disent, ah, je crois que cet homme-là, c'était vraiment une candidature hasardeuse. Ou alors, c'est vraiment une candidature de repositionnement. Bon, c'est pour cela que les meetings d'ouverture fixent sur la capacité du leader à drainer des masses. Pourquoi les masses sont indispensables? Parce qu'on voit ceux qui adhèrent à la vision. Et ça se répercute sur les probables résultats électoraux. Si vous faites 2 maisons, vous avez quelques petits curieux du quartier, et puis à l'élection potentielle, au scrutin, vous venez dire, oh, on m'a volé l'élection. Il faut être responsable un peu. Alors, Jonathan Tutungom parlait tout à l'heure de la place de la tolérance. Je crois que c'est à Rio. La place de la tolérance a souvent été une place prise d'assaut par les leaders politiques, notamment Pierre Mamboundou, qui avait fait son point de fixation lors de ses grandes sorties, ses grands meetings. Bon, il n'est pas le seul. Après, on a vu Ali Bongo. Voilà, dans les années 90. Parce que l'ambassade des États-Unis était perchée là, au lieu actuel de l'église Saint-Pédis. Et donc, à chaque fois que... non, nous avons connu des leaders, sans pour autant transporter des populations, qui ont eu une capacité de mobilisation. Lorsque Mbabé Sol arrive en 90, dans les années 89-90, le 5e arrondissement, la place de Rio, c'était environ 3 à 4 000 personnes par meeting. Lorsque Pierre Mamboundou... Qui venait spontanément. Voilà, qui venait spontanément. Lorsque Pierre Mamboundou arrive de son exil de Dakar, c'était des populations qu'on ne transportait pas, mais qui prenaient d'assaut les lieux de meeting de Pierre Mamboundou. Donc, et après, il y a eu le phénomène Baobab. Donc, nous pouvons dire que à ce niveau-là... Et Jean Ping aussi. Oui, il y a eu aussi Jean Ping en 2015-2017. Donc, et nous ne sous-estimons pas ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle, mais nous nous interrogeons sur leur tactique d'ouverture de campagne. Il y a 2 jours lorsque vous faites campagne. Il y a le premier jour, l'ouverture, qui doit marquer les esprits. On dirige un État avec des symboles. On se présente à ses compatriotes avec des symboles. C'est la première image que vous renvoyez, le premier message que vous renvoyez lors de l'ouverture de campagne. Et puis, il y a la fermeture de campagne, le dernier jour de campagne. Il faudrait que votre image, à 24 heures du vote, que votre image ou les messages que vous avez lancés restent ancrés dans les mémoires de vos compatriotes pour ne pas se faire oublier. On précise quand même que ces images d'Alain-Claude Billy-Bizet ne sont pas de ce jour, ne sont pas de ce 29 mars. Ne faisons pas une fixation sur Alain-Claude. Non, je précise que ce ne sont pas les images de l'ouverture de la campagne. La précision est importante. Voilà, Alain-Claude n'a pas ouvert sa campagne aujourd'hui. Donc ne faisons pas une fixation sur Alain-Claude. Nous avons les images de Bungwere qui ouvre sa campagne dans le petit carrefour de Bifoun. Nous avons les images de la petite... non, c'est pas... elle non plus, c'est pas l'ouverture de la campagne. Vous avez les images... Voilà. Vous ne devez sélectionner aujourd'hui que des images qui font état de l'ouverture de la campagne. Les images de la campagne. Vous avez mon grand frère, docteur Iloko, qui va dans une salle de mariage avec une décoration de spectacle pour une ouverture de campagne. Sur le plan politique, c'est une très mauvaise tactique. Quelle est l'image que les populations doivent retenir de l'ouverture de cette campagne? On a une image, il y a un seul candidat,
c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui a ouvert sa campagne et donc les milliers de personnes se sont déplacées pour le stade de l'amitié à Gondje. Bon, maintenant, les autres auraient pu, de manière tactique, auraient pu attendre on a ce les images jour. là de Brice Clotaire Oligui Nguema au stade de l'amitié. Alors, est-ce qu'on peut dire que ceci peut expliquer cela au regard de ce que nous a renvoyé cette ouverture officielle de la campagne, au regard des forces en présence sur le terrain? Finalement, on l'avait déjà dit depuis le début de la semaine, on sent qu'il y a un véritable écart, et grand écart entre Brice Clotaire Oligui Nguema et les autres. Mais écoutez, moi, je n'ai eu de cesse de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut penser qu'un peuple, en moins de 2 ans, soit capable de se renier, ce d'autant plus qu'il y a eu des signaux forts. Sur le plan social, des mesures importantes ont été prises. Sur le plan des valeurs culturelles, des décisions venant abroger des lois ont été prises. Et sur le plan du rapport humain, des choses ont été initiées. Donc les Gabonais recommencent à espérer. La chose la plus difficile, c'est que ceux qui ont rivé les fers à leurs pieds, ceux qui leur ont enlevé l'espoir, se sont mués, pour certains, en soutien, pour d'autres, en contradictoire de Oligui. Mais aujourd'hui, le peuple n'a Dieu que pour Oligui. Je pensais, et je crois que si on avait eu des hommes politiques un peu plus habiles, ça aurait été de se construire pour revenir à l'Assemblée au fin de reconstruire le débat démocratique et politique à ce autre niveau. La réalité politique du Gabon aujourd'hui, c'est que personne ne peut battre Oligui. Personne ne peut approcher Oligui de manière à ce qu'il ait une... Bon, évidemment, en tenant des discours, en postant quelques images, en ayant quelques phrases assassines, on attire l'attention. Mais ça, c'est juste un peu du virtuel. La réalité est beaucoup plus forte et elle est cruelle pour ces candidats hasardeux parce qu'ils doivent aujourd'hui se rendre compte. Libreville est vide. Une bonne partie de Libreville est en Gondje. Donc, c'est ça la réalité du Gabon. On va tout de même dans l'émission mettre le marqueur sur quelques points saillants des projets de société, notamment du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se décline en 6 principaux piliers, et d'Alain-Claude Billy-Binzé, puisqu'on n'a pas encore la totalité des projets de société des 8 candidats. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur un fait qui tend à plus ou moins grossir ces derniers jours. C'est les récriminations, on en parlait hier dans l'émission à propos de cette déclaration faite par des jeunes dans la province de Logoué-Lolo à Koulamoutou. Je vais demander du côté de la régie de nous mettre cette vidéo où il y a eu apparemment quelques responsables d'associations qui se sont réunis et qui ont tenu à faire une déclaration. On écoute. Bon, elle n'est pas encore prête, on devrait la voir dans quelques secondes seulement. Il s'agit évidemment de ces coordinations qui ont été mises en place par l'état-major ou les états-majors du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et dans lesquels on retrouve un nombre important des militants ou des membres du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDG est une véritable épine dans le pied du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema ou c'est une forme de chantage qui est fait par certains qui espéraient être dans ces coordinations, qui n'ont pas été choisis et qui donnent de la voix en espérant recevoir quelque chose. Je crois que la vidéo est calée, on va la regarder, ensuite on décrypte derrière. Indigné par le mauvais traitement infligé à la majorité des présidents d'associations et de ONG, à savoir l'absence de kits et du front électoral pour mener à bien la campagne de notre champion Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous interpellons notre candidat à prendre les décisions qui s'imposent pour que les responsables d'associations et ONG soient satisfaits pour concourir à une victoire confortable et éclatante le 12 avril 2025. Je vous remercie. Votre serviteur. Voilà. Comment vous jugez justement ces propos-là? Il y a eu plus de 2000 ou 3000 associations, fédérations, des syndicats qui ont fait acte d'adhésion au sein du Rassemblement des bâtisseurs. Était-il possible de pouvoir mettre dans les coordinations ces 3000 associations, fédérations? Bon, ce qui est intéressant également à noter, c'est que lorsque les populations s'expriment, elles restent entièrement attachées ou dévouées à Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur ce niveau, il n'y a pas de débat possible. Évidemment, elles formulent une observation
que tous les Gabonais peuvent être amenés à faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités issues de l'ancien régime et du parti au pouvoir d'avant 2023. C'est un constat que tous les Gabonais font. Mais ce qu'il faut également retenir dans cette posture, j'ai lu quelque part et vu aussi où un journaliste disait que la prise de pouvoir d'Oligui Nguema en 2023 était une masterclass. Oligui Nguema a dit aux Gabonais, moi je lis Machiavel. Vous savez, de façon générale, il y a une sagesse populaire qui dit ton ami, tu le gardes près de toi, mais ton ennemi encore beaucoup plus près de toi. Je crois qu'Oligui est en train de donner une leçon extraordinaire aux pédégistes. J'espère qu'ils auront la force et le courage de revenir sur le terrain. Parce qu'ils pensent pouvoir se servir d'Oligui pour rebondir par des récompenses politiques après l'élection présidentielle. Oligui peuvent parfaitement les leur accorder. Mais le plus important, c'est qu'Oligui ne peut pas garantir la survie politique du PDG. La survie politique du PDG passe par des élections intermédiaires, notamment les législatives et les locales. Or, si les populations gardent cette posture à leur endroit, il me semble impossible de voir le PDG de nouveau rayonner à la dimension qu'on l'a connue dans le passé. Donc, qu'est-ce que Oligui est en train de faire? Je m'avance certainement, mais je crois que c'est l'invite qu'il donne au peuple gabonais en disant « Écoutez, moi, je veux mon élection. Tous ceux qui peuvent ou qui pensent me voter, c'est leur problème. Parce qu'il n'y a pas d'adresse directe à telle ou à telle autre formation politique. Il y a ma candidature, je me positionne et ceux qui veulent me soutenir se déclarent librement. Le PDG s'invite dans cette situation. Oligui dit OK. Non, le PDG ne s'invite Okay. pas. Mais le PDG ne s'invite pas. Le PDG a été choisi, désigné et responsabilisé dans des coordinations. Non. Ne faites pas comme si... Je voulais venir à ça. Non. Arrêtez. Il faut faire la différence entre les Mais quand coordinations. vous dites le PDG s'invite, comment? Ils ont été choisis et désignés, le PDG, nommés, non? Oui, non. Il y a deux niveaux. C'est un choix. Il y a deux niveaux d'engagement. Non, il faut qu'on soit assez capable de faire une bonne lecture. Le premier niveau d'engagement, c'est les coordinations mises en place par le rassemblement des bâtisseurs. Les PDG se sont-ils désignés, auto-désignés? Il y a des personnes qui appartiennent au PDG. D'accord, on va dire que c'est des préjudices, mais ces personnes appartiennent au PDG. Est-ce qu'elles n'ont pas été choisies mais maintenant, pour à occuper côté des ces coordinations postes de responsabilité? C'est la question que je pose. Attendez. Le président a parlé d'inclusivité. Oui. Je vous ai dit qu'on dit, tu gardes ton ami près de toi, ton ennemi encore beaucoup plus proche de toi. C'est une stratégie politique. Donc, il le fait. Mais à côté des coordinations, il y a le grand PDG. Ce PDG-là s'est prononcé, Oligui ne l'a pas motivé à la décision. Non, sur ce fait-là, on est d'accord, oui, bien sûr. Mais écoutez... Sur ce fait, on est d'accord, oui. Oui. Oligui ne les a pas motivés. Ils ont décidé de le choisir. Il ne va pas les rejeter. Seulement, c'est au peuple gabonais de comprendre que ces hommes sont aux abois et qu'ils font tout pour s'accrocher à Oligui en espérant qu'il soit leur bouée de sauvetage. Mais Oligui n'est pas engagé aux élections législatives. Oligui n'est pas engagé aux élections locales. Et les populations ne veulent pas du PDG ou de certaines personnalités politiques. Alors, on va aller aux législatives, on va aller au local et on verra la détermination des Gabonais à sanctionner ceux qu'ils considèrent comme étant de mauvais hommes politiques et responsables de la chute ou du chaos dans lequel notre pays se trouvait jusqu'en 2023. Jonathan, pour Oligui, c'est du pain béni. Un mot à dire sur ce point-là? Non, mais il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de Gabonais qui contestent la très forte influence du PDG dans les arcanes du nouveau pouvoir, notamment dans le pouvoir de transition. Et plus d'un observateur s'interroge sur la mutation qu'il y a eu entre les PDG dont on dit responsables des maux du Gabon d'hier et qui aujourd'hui refont peau neuve, refont surface aux côtés du président de transition. Ça peut, à un moment donné, jouer des mauvais tours par rapport à la participation que nous venons aux élections. Mais il y a surtout la lancinante question des associations. Il y a eu plusieurs associations, mais je crains que si les différents adhérents à ces associations spontanées, nouvellement créées, ne trouvent pas satisfaction par rapport aux objectifs qui se sont fixés en allant adhérer, qu'il y ait des comportements qui tendent non seulement à ne pas aller voter, mais peut-être à voter contre. Je pense que c'est des choses qui peuvent être contre-productives. Mais en même temps, il faut reconnaître, comme Pascal l'a dit,
les populations, pour l'instant, restent attachées à la personne du président Oligui. Et cet attachement fait en sorte que le président de transition, le désormais candidat, soit interpellé à chaque fois, non seulement quant à la satisfaction de ces associations, de ces groupements, de ces plateformes qui ont décidé de le soutenir, mais aussi quant à la très forte présence. Mais il y a des plusieurs PDGistes. associations et fédérations qui sont bien représentées dans ces coordinations. On a dit qu'il y a plus de 2000 qui ont fait acte d'adhésion au sein du Rassemblement des bâtisseurs. Était-il possible de pouvoir responsabiliser dans ces coordinations tous Non. les 3000 Quand vous suivez bien, associations? pour l'instant, il y a deux niveaux de coordination. Il y a les coordinations élaborées, formées par le Rassemblement des bâtisseurs. Il y a des coordinations classiques, c'est-à-dire quasiment la copie des coordinations qui ont conduit la campagne du oui pendant le référendum. Et donc vous verrez qu'il y a ces coordinations-là et il y a les coordinations du de la plateforme des bâtisseurs. Donc, et à ce niveau, il y a des interrogations. Quel est le mode opératoire que ces différentes coordinations vont devoir mener sur le terrain? Est-ce qu'il n'y aura pas une espèce d'opposition dans une même maison? Parce que l'enjeu, je peux le dire, ce n'est plus l'élection en tant que telle. Sauf une mauvaise surprise du bon Dieu, ce qui est sûr, c'est que le président Oligui... Dieu ne fait jamais de mauvaises surprises. Voilà. Vous êtes dans l'irrationnel. Ce qui est sûr, c'est que le président Oligui sera élu. Mais ceux qui conduisent la campagne, ceux qui conduisent les coordinations, eux, ils sont déjà après l'élection. Il faut que je sois le bien vu pour avoir des prébendes après l'élection. Il faut que ma localité réalise le meilleur score possible pour qu'on dise que c'est Minzik qui a réalisé le meilleur score dans le Wellington. Nous sommes à ces petits calculs-là. Et de ce point de vue, ça peut être de nature, à un moment donné, à fausser un peu le jeu démocratique. Et c'est ce que nous nous évertions de dire ici. Autrement dit, l'attachement de la population ou de la majorité de la population au président Oligui est sans conteste. Sans contestation. Voilà, donc cette campagne électorale a été ouverte ce 29 mars 2025. Forte mobilisation du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise où le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé officiellement sa campagne. C'est donc parmi les 8 candidats, celui qui a mobilisé le maximum de populations venues des 4 coins du Grand Libreville prendre part à cette cérémonie de lancement de la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça a été surtout l'occasion choisie par Brice Clotaire Oligui Nguema, Pascal Koulou et Jonathan Toutoum-Ngom de mettre le marqueur sur les points saillants de son projet de société qui se décline en 6 principaux axes: gouvernance et institutions, économie et développement durable, capital humain et justice sociale, électricité, eau et réforme du secteur, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, logement, infrastructure de transport et numérique. Que peut-on dire à propos de ces 6 piliers? Est-ce que vous estimez que ces 6 piliers-là reflètent évidemment les préoccupations des populations gabonaises? Bon, je suis présenté sous la dénomination du bâtisseur. Et effectivement, lorsqu'on est bâtisseur, on bâtit pour ce qui est du concept de la nation sur différents espaces pour atteindre différents objectifs. On bâtit sur l'humain, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait une plus-value dans le cadre de la vie sociale des individus. On bâtit sur les infrastructures parce que si on veut relancer l'économie et penser à l'industrialisation, il faut donc qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait de l'énergie, c'est important. On bâtit sur le développement durable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme. En ce qui concerne le développement, on ne peut pas considérer l'environnement et les matières premières comme on le faisait avant. Il faut donc lier le besoin de la préservation de l'environnement et la nécessité donc d'exploiter toutes les richesses que nous offre notre sous-sol et notre forêt. C'est un fait. Et puis, bon, il y a les institutions. Pendant très longtemps, dans notre pays, les équilibres entre les institutions n'ont pas été respectés. Et c'est ce qui a causé le déficit, à la fois sur le plan démocratique, dans le cadre donc, des équilibres institutionnels, mais également aussi la méfiance qui s'est installée entre les citoyens
et la loi. Et pire, ça a causé au niveau du sommet de l'État, ce qui est à considérer comme étant, à mon humble avis, comme étant la chose la plus honteuse qui nous soit arrivée, c'est-à-dire le mauvais rapport à la loi des hommes politiques ou de ceux qui dirigent l'État, ayant entraîné à la fois d'un côté l'impunité, mais également un regard tout à fait abject de la loi et des cadres juridiques qui, quels que soient les formats dans lesquels vous les prenez, plus personne n'a confiance à ce qui se fait au niveau, que ce soit de nos tribunaux de manière régulière, ou au niveau de l'agencement des mécanismes ordinaires, c'est-à-dire au Gabon, plus personne ne peut penser que vous êtes promu par votre compétence, plus personne n'attend de faire une carrière ordinaire. Donc tout le monde compte sur un quelconque piston. Donc il y a toutes ces choses, ça fait partie de la vie institutionnelle de notre pays parce que, comme je l'ai dit, il y a un lien entre tout ce qui se fait au niveau institutionnel, au niveau développement, mais également au niveau de l'humain. Et c'est important que le président Brice Clotaire-Oligui Nguema pense pouvoir remettre un certain nombre d'ordres dans ces secteurs où on promouvoir d'autres. Et il y a effectivement l'employabilité des jeunes. L'employabilité des jeunes est une question cruciale. Il y a un nombre important de jeunes qui sont en déshérence sociale. Et ça, quand vous parlez d'employabilité des jeunes, il y a certaines initiatives qui ont été lancées depuis le 30 août 2023. Il y a quelques jours encore, je pense, il y a 72 heures, Brice Clotaire-Oligui Nguema, en tant que président de la République, remettait 399 nouveaux taxis dans le cadre du projet Taxi Gab à des jeunes Gabonais. C'est le deuxième lot. On va vers les 1000 taxis dont bientôt c'est une réponse à apporter là dans le domaine de l'employabilité des jeunes. Oui, il n'y a de preuves que dans la démonstration de sa volonté. C'est cela les actes qui comptent. Parce que vous savez, pendant longtemps, les Gabonais ont dit il faut nationaliser, il faut donner la priorité aux Gabonais dans certains emplois. Le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, est conscient que le Gabon est engagé dans un certain nombre d'actes juridiques sur le plan international qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir ce comportement-là usant dont on est tous les étrangers dehors. Ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus confisquer l'outil de travail d'une personne parce qu'il est simplement étranger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On développe des politiques de protection pour permettre aux Gabonais d'arriver tout naturellement dans ces secteurs. C'est ce qui est en train de se faire au niveau du transport, où il y a 1000 taxis. En moins de 2 ans, l'État, par le chef de l'État, a permis aux Gabonais non seulement d'avoir des taxis très propres, des taxis dont les véhicules sont récents, mais également avec des conforts qu'il faut lorsque vous prenez un taxi, lorsque vous êtes dans un pays où quelquefois le thermomètre atteint des températures très élevées, j'assure, et vous ne prenez pas des taxis, vous avez l'impression que les 4 roues vont sauter. D'accord. Tout ça, ça compte. Alors, il y a un segment tout aussi important dans ces 6 piliers, Jonathan Toutoumgom, le segment économie et développement durable. Restons sur le pan économique. C'est un point important, évidemment, le Gabon sur le chemin de la diversification de son économie, mais une économie qui repose encore, notamment en ce qui concerne la conception du budget de l'État sur la production, les recettes pétrolières. Le pouvoir en place, celui du CTRI, a fait un acte en procédant au rachat des actifs de la société Assala il y a quelques jours. Un deuxième acte, le rachat des actifs des sociétés Tullow Oil et SMP par la Gabon Oil Company. Le Gabon qui souhaite plus que par le passé réaffirmer sa souveraineté dans le secteur pétrolier. Non, je pense que vous voulez me faire un travail qui reste l'apanage de ceux qui sont les porte-parole du candidat Oligui. Je pense que moi je ne suis pas là. Mais j'interroge l'universitaire, le spécialiste des questions de géopolitique et de géostratégie. Non, je ne suis pas là pour expliquer en détail le projet de société du président Oligui, parce qu'il y a des gens qui ont été désignés pour cela et qui connaissent à peu près les détails et les fondements de ce projet de société. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous pouvons observer que non seulement le candidat Oligui, mais bien d'autres candidats, leur projet de société nous arrive en flèche. On nous parle des 12 piliers ou des 12 travaux de Bilé Bizé, on nous parle des 6 piliers du président Oligui Nguema,
on nous parle, on ne sait même pas sur quoi est basé le projet de société d'Iloko, Boussengi, de la jeune Channing, de Joseph Lapensée. Bref, quand on regarde dans d'autres pays, je pense que les projets de société arrivent bien avant. Ces projets de société sont mis à la disposition des populations pour que les populations apprécient. Ça ne relève pas d'une opération de charme politique pendant une campagne, pendant l'ouverture d'une campagne ou le déroulement d'une campagne. Les projets de société arrivent bien avant pour que les populations aient le temps de les lire, de les comprendre et ensuite que les porte-paroles des différents candidats, des différents groupements politiques viennent expliquer en détail ces projets de société. Mais en plus, ces projets de société doivent être accompagnés par des programmes de gouvernement. C'est tout le monde qui veut faire l'éducation. Mais avec quoi vous financez l'éducation? Quelles sont les priorités par rapport à l'éducation? C'est tout le monde qui veut améliorer l'économie, on est bien d'accord, mais quels sont les secteurs prioritaires pour l'économie? Comment est-ce que vous financez cette économie? Gardez la main, Jonathan Toutoum. Vous allez reprendre la parole justement pour apporter quelques éléments en rapport avec le projet de société du candidat Alain-Claude Billy Binzé. Il souhaite redéfinir la coopération militaire, notamment avec la France, pour s'assurer qu'elle serve vraiment les intérêts du Gabon. Il pense mettre en place une politique sociale ambitieuse, un minimum jeunesse pour accompagner les jeunes diplômés, un minimum vieillesse pour garantir les conditions de vie, la gratuité des soins de santé, la réforme des caisses sociales, améliorer les infrastructures et le quotidien des Gabonais, la réforme de la SEG pour améliorer l'accès à l'eau et l'électricité. Est-ce que vous pensez que tout ça, ce sont des simples énumérations? Ça, c'est des énumérations d'un texte. Ça sont des effets d'annonce. Mais encore faut-il qu'on sache comment est-ce qu'on finance la réforme de la santé publique. J'ai été ministre délégué en charge de la protection sociale. Ce n'est pas des questions aussi simples qu'on veuille les énoncer comme ça. Mais j'ai envie de dire, tous ces projets de société, tout le monde peut rédiger un projet de société, mais encore faut-il qu'on nous dise comment est-ce qu'on finance ce qu'on a annoncé. Où est-ce qu'on trouve de la ressource? Où est-ce qu'on est réparti? L'imposition des entreprises. Et comment est-ce qu'on rend possible, on rend observable, palpable ce qu'on a annoncé dans le projet de société? Et pour cela, les projets de société doivent parvenir avant. Il ne faut pas en faire une opération de charme pendant l'ouverture d'une campagne électorale de communication creuse. C'est-à-dire que là, vous considérez là, non, pour le moment, au premier jour de l'ouverture de la campagne électorale, vous considérez que ce sont des simples incantations? Non, mais attendez, quand on regarde cette manière scientifique, vous ne pouvez pas prendre un texte et puis vous le crédibilisez tout d'un coup à la première lecture. Il faudrait que vous ayez le texte bien avant, le projet avant, vous avez le temps de le lire, de comprendre, et puis viennent en appui les porte-paroles des candidats ou des partis politiques qui viennent expliquer. Oui, c'est le travail qui sera, c'est le travail qui sera fait par les porte-paroles. Lorsqu'un projet il y a 2 semaines, il y a 2 semaines de campagne. Pas accompagné de chiffres et des statistiques. Non, mais il y a 2 semaines de campagne. Il y a 2 semaines de campagne. On imagine évidemment que les 8 candidats ont des équipes de communication, des porte-paroles qui vont faire le tour de certains plateaux. Mais vous n'avez même... Est-ce que vous-même vous avez les textes? Est-ce que vous avez les textes intégrés? Est-ce que vous avez les... Mais est-ce que vous avez vous-même les textes entiers de ces projets de société avant que les directeurs, les communicateurs ou les communicants ne viennent? Ça va être il y a un besoin de référence, il y a un besoin d'archives et de comparaison. Si quelqu'un dit, moi je vais refaire les routes du Gabon, il faut qu'il vous dise, bon, nous allons prendre de l'argent dans tel domaine pour financer les routes sur X période. Et à ce moment, vous pouvez valablement interpeller son chargé de communication pour dire apparemment, votre hypothèse de financer les routes ne tient pas parce que voilà la difficulté financière que vous avez ou les chiffres que vous avez annoncés ne sont pas réalistes. Donc, il faut sortir justement de cette présentation, j'allais dire, emblématique des situations pour rentrer dans ce que les Gabonais attendent. Les Gabonais veulent aujourd'hui savoir qu'est-ce qu'ils vont faire du Gabon. Comment est-ce qu'ils comptent le faire et avec qui ils comptent le faire? C'est important. Comment ils vont le faire? C'est de nous dire, bon, écoutez, aujourd'hui, on avait
une masse salariale de tant de fonctionnaires, nous, on va bloquer les salaires pour arriver à financer les écoles sur X période. Après, on relance. On va dire, bon, on veut financer les routes. On va dire, OK, les avantages fiscaux accordés à telle et telle structure nous ont été de nature à pénaliser certains investissements, on va les utiliser. C'est du concret. Et à ce moment, le citoyen s'engage en toute âme et conscience. Si quelqu'un vous dit demain, M. Pambou, moi je vous loge dans une maison cousue d'or et d'argent, vous dites, ah tiens, comment vous allez faire ça? Comment vous allez faire? Au moins, c'est la moindre des questions. Vous lui posez la question de savoir comment il va le faire. C'est bien de promettre, mais il faut promettre en étant capable de démontrer que vous allez réaliser. Vous êtes père de famille, comme M. Jonathan, comme moi. Moi, chaque fois, je dis à mes enfants, je veux faire telle chose, je me dis, ah papa, mais tu sais, comment tu vas faire? On va construire une maison, oui, je trouve l'argent où? Il faut un terrain, il faut des choses. Donc, c'est des éléments concrets que vous alignez les uns à la suite des autres, que ce soit dans un projet, ça dépend du timing. Donc, à combien de temps ce projet va être évalué? Quels sont ceux qui sont urgents? Quels sont ceux que vous allez entreprendre de manière immédiate? Et à terme de votre mandat, qu'est-ce qui va profiter au Gabon sur 50, 60 ans? Oui, Jonathan, pour aller dans la même lancée que Pascal, vous savez pourquoi certains pays sont en déficit d'infrastructures? Parce qu'à un moment donné, on a pensé que seuls les États peuvent doter leur pays en infrastructures. Or, c'est insuffisant les ressources de l'État pour faire des routes, des ponts, pour étendre le réseau électricité. D'autres pays ont compris aujourd'hui qu'il fallait passer par des partenariats public-privé. C'est-à-dire on fait appel aux privés qui viennent par exemple construire une route et cette route, les usagers vont faire un péage. Vont payer. Et de ce point de vue, on a des États qui aujourd'hui sont très développés en matière d'infrastructure parce qu'ils sont passés par les CEPP. Mais quand 1, 2, 3 candidats disent nous allons faire des routes, d'abord, quelles sont les routes prioritaires sur le plan économique? Parce qu'il faudrait qu'une route soit techniquement constructible, mais économiquement rentable pour la nation. Mais pour faire une route rentable pour la nation, c'est quel projet? C'est quelle entreprise? Avec quel financement? Voilà ce qu'on appelle un programme de gouvernement qui n'a rien à voir avec les effets d'annonce d'un projet de société. Et c'est ce que nous reprochons à tous les 8 candidats, de vouloir faire des projets de société, des effets d'annonce, des charmes politiques pendant l'ouverture d'une campagne électorale. Or, un projet de société accompagné d'un programme de gouvernement avec des détails, c'est ce qu'est la loi de règlement par rapport à la loi des finances. Vous ne pouvez pas dire que oui, nous avons un budget de temps, de milliards de francs CFA, sans pour autant l'accompagner avec comment je l'ai appelé tout à l'heure, la loi de règlement. Donc, de ce point de vue, un projet de société doit être accompagné et il faut prendre le temps de le mettre à disposition de la population bien avant pour que les populations aient le temps de bien le comprendre et puis qu'ils aient des explications détaillées que cela mérite. Or, alors, des 8 candidats que nous avons, nous découvrons des projets de société sous forme de flash. C'est des travaux de tels, c'est des travaux prioritaires de tels candidats. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a 2 semaines de campagne, on l'a dit. On espère évidemment que durant ces 2 semaines de campagne, les différents candidats auront l'occasion évidemment de passer dans les médias, notamment ce qui concerne les médias du service public, puisque en cette période, la haute autorité de la communication commet une commission d'accès équitable dans les médias du service public afin de pouvoir donner l'opportunité à ces candidats-là de pouvoir mettre en relief les idées forces de leurs différents projets de société. Après, il y a d'autres médias privés aussi qui sont là. Il y a les porte-paroles aussi de ces différents candidats. On sait que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a 26 porte-paroles. On espère les voir sur les plateaux de télé et de radio, publics et privés, pour justement mettre en relief les points forts du projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema, avec l'objectif de faire en sorte que les populations gabonaises puissent assimiler ce projet de société. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission consacrée donc à l'ouverture de la campagne électorale. On va se retrouver lundi pour la suite de ce programme dédié à la couverture optimale de cette élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain, en espérant évidemment recevoir le maximum de porte-parole, de candidats, de représentants des partis et des candidats et des candidats eux-mêmes évidemment sur nos plateaux. Oui. Pourvu qu'il y ait débat de projet contre projet, nous aimerions avoir les émissions
où les porte-parole des différents candidats débattent des projets de société de leurs candidats, et comme ça, la population jugera de la crédibilité de tel ou tel projet, de la crédibilité du financement de tel ou tel Il ne s'agit projet. pas d'aller à des déclarations Exactement. incantatoires sur le nez, Merci l'oreille de beaucoup. tel ou tel. Merci c'est beaucoup, sur Pascal la Koulou. présidence des projets. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau de cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. On se retrouve lundi prochain. Bonne suite des programmes sur Télé Africain.